Alors, bonjour à vous, ici Elena Carlier, votre coach. Aujourd'hui, une nouvelle interview avec un invité que je suis vraiment contente d'accueillir. On accueille aujourd'hui Alexandre Cormon, qui est Love Coach et qui est une référence sur le marché. Comment tu vas, Alexandre? Ça va très bien et toi, Elena, comment tu vas? Écoute, ça va super. Aujourd'hui, on est en Belgique, il fait très beau, donc je suis très contente. C'est cool, c'est cool, c'est cool. Merci en tout cas d'avoir pensé à moi, ça me fait plaisir d'être sur ta chaîne. Bah, écoute, avec grand plaisir, Alexandre. Et du coup, j'ai pensé à toi parce qu'effectivement, tu es Love Coach et que tu es vraiment une référence sur le marché. Et comme tu le sais, je suis également coach. J'accompagne les personnes finalement à vivre ce qui est vraiment important pour elles en accédant au courage intérieur, justement. Je le fais principalement dans la carrière et je le fais également dans le couple. Donc, j'ai une spécificité particulière, c'est que j'aide en fait les personnes à identifier avec elles pourquoi ça bloque en couple. C'est-à-dire que donc, ce sont des gens en fait qui, pour la plupart, donc, désirent vraiment être en couple, font des rencontres, vont en soirée et n'arrivent pas à construire un couple durable. Tu vois, donc ça c'est vraiment ce que je fais particulièrement dans le couple. Et du coup, ce que je voulais voir avec toi déjà par rapport à ça, même si je sais que c'est pas forcément évident de répondre parce que c'est une question qui est très générale, mais quels seraient pour toi les freins en fait d'une personne qui a vraiment le désir d'être en couple, mais qui n'y arrive pas? Je pense que c'est une bonne question. En fait, moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, justement, on focalise beaucoup sur le couple et donc, du coup, on se met une énorme pression sur les épaules. Et donc, les hommes ou les femmes que j'accompagne, leur problématique principale, c'est d'apprendre à lâcher prise, de construire petit à petit, de se centrer plutôt sur le bonheur. C'est est-ce que je suis bien avec cette personne? Est-ce que je suis moi-même? Est-ce que la relation, elle est aussi équilibrée? Parce que quand on veut être en couple, on s'en rend pas compte, on va faire tous les efforts. Donc, on va aussi à la fois étouffer l'autre, on va l'empêcher de s'investir, on va se retrouver dans une relation qui est à sens unique, ce qui est un petit peu compliqué. Donc, je dirais que le frein principal, c'est de ne pas trop se mettre de pression, mais de se dire comment je peux faire pour créer une relation qui soit différente, qui soit unique et qui soit surtout durable. Mhm. Et est-ce que du coup, ça dépend que de nous ou ça dépend aussi d'autres personnes? Parce que j'ai des clients qui me disent, oui, mais j'arrive même pas à rencontrer quelqu'un qui me plaît. Ou alors j'ai des personnes je rencontre des personnes, mais elles ne veulent pas s'engager. Par exemple, c'est quelque chose qui est assez commun de nos jours, des personnes qui ne veulent pas s'engager. Et du coup, qu'est-ce que tu pourrais justement dire à ces personnes quand ça leur arrive? En fait, pour moi, forcément, c'est pas la faute que d'une personne. Dans une relation, on est deux en général, mais je dirais que c'est la faute à nos habitudes. C'est-à-dire qu'en fait, on a tendance à dire de la même manière en pensant que c'est la bonne manière parce que c'est ce qu'on a reçu comme modèle, soit d'éducation, soit modèle familial, soit un schéma de pensée. Donc en fait, on réagit toujours de la même manière, on agit toujours de la même manière, on fait les mêmes actions et on se retrouve avec des résultats qui sont similaires. C'est-à-dire qu'on a soit des personnes qui ne veulent pas s'engager, soit on a des ruptures qui sont rapides, soit on ne trouve pas l'amour, soit personne ne nous plaît, etc., etc. Et donc en fait, l'idée, c'est que quand on change nos habitudes, c'est sûr et certain qu'on va avoir des opportunités et des résultats différents. Donc ça, c'est vraiment mon travail au quotidien, c'est de leur dire, mais si on change cette situation-là, bah forcément, on va avoir des opportunités différentes qui feront être beaucoup plus épanouissantes. Donc c'est ce sur quoi moi je vais travailler avec les personnes que j'accompagne. D'accord. Et est-ce que parfois tu n'as pas l'impression qu'il y a des problèmes aussi inconscients? C'est-à-dire que consciemment, on désire quelque chose, mais inconsciemment, hein, au niveau de l'inconscient ou du subconscient, on a un programme qui tourne à l'intérieur et qui fait en fait qu'on n'est pas aligné vraiment vers ce qu'on veut. Donc on va d'un côté et puis de l'autre côté, on n'est pas à l'aise avec ça. J'ai un client justement que j'accompagne actuellement dans ce cas-là qui désire vraiment, enfin qui désire être en couple d'un côté, mais qui est vraiment entre le fait de vouloir être en couple et entre le fait de perdre finalement sa liberté, tu vois. Et comme ses parents, en fait, quand il était enfant, se sont beaucoup disputés quand il était en couple, du coup, pour lui, il associe vraiment le couple à des disputes. Donc, du coup, comment on développe quelqu'un inconsciemment par rapport à ça, par exemple? Mais je pense que c'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement, on a beaucoup de fausses croyances, on a beaucoup de blocages aussi qui sont en nous. Et d'une certaine manière, pour moi, on ne reçoit pas la bonne éducation lorsqu'il s'agit de pouvoir construire une relation qui est durable ou une relation qui est positive. Donc, on part finalement vers l'inconnu et ça fait toujours peur. Donc, oui, on a des envies, mais il y a aussi les fausses croyances, la société, etc., etc. Donc, on est dans une forme de dualité. Quand on a des blocages inconscients, je pense que la réalité, c'est de se demander qu'est-ce que moi je veux. C'est-à-dire qu'on regarde ce qu'on ne veut pas, mais on ne sait pas qu'est-ce que nous, on veut exactement, quel type d'histoire va être importante. Et je dis souvent une phrase en conférence qui est importante, à mes yeux en tout cas, c'est de dire le couple, c'est un apport à l'accès à nos rêves. C'est-à-dire qu'en fait, on a l'impression qu'être en couple, c'est la fin de notre vie, c'est la finalité et que c'est OK et c'est super, on a réussi, alors que non, pour moi, c'est une étape. C'est-à-dire qu'il faut avoir vraiment des projets, des rêves perso et se dire, voilà, la relation que j'aimerais avoir pour me permettre de continuer d'être pleinement épanoui. Généralement, quand on définit ce qu'on veut, il n'y a plus les peurs.
Il n'y a plus les mauvaises pensées par rapport aux disputes des parents. Il n'y a plus les mauvaises pensées par rapport aux ruptures également qu'on a vécues. On est centré sur autre chose. On est centré sur, OK, aujourd'hui, je sais ce que je veux. Pour moi, personnellement, je sais ce que j'attends comme relation. Ça va être un moyen d'accéder à ce que je veux, à mes rêves, à mes projets, à mes envies sur le moyen long terme. Donc, d'une certaine manière, tout roule après. Tout est aligné finalement. Ouais, on se sent beaucoup plus à l'aise parce qu'on sait ce qu'on veut réellement vivre en fait. Mhm. Et est-ce que tu remarques que la plupart des gens savent ce qu'ils veulent plus, mais savent difficilement ce qu'ils veulent? Exactement. Alors ça, pour ne pas savoir ce qu'on veut, on est les rois. Par contre, pour définir exactement ce qui nous importe, mais on ne se pose jamais la question en réalité. Parce qu'on se dit encore une fois, quand je serai en couple, je serai bien. Mais pourquoi? Quel type de couple? Qu'est-ce que tu attends d'une femme, d'un homme, etc., etc. Tout ça, c'est des questions qui passent à la trappe. Mais c'est normal parce qu'on a reçu l'éducation comme quoi le couple était une finalité, que c'était simple, qu'il suffisait de s'aimer pour être heureux, alors que c'est tout un apprentissage d'une certaine manière. C'est pour ça qu'il y a des coachs aujourd'hui comme toi, comme moi, qui soient là pour justement les aiguiller, les aider. Tout à fait. Et du coup, comme tu as beaucoup d'expérience justement en matière de couple, tu en as parlé un petit peu tout à l'heure, mais quels sont finalement, à part le lâcher prise, finalement, ce qui revient, quels sont les problèmes les plus récurrents qui reviennent en matière de couple, selon toi? Alors, pour moi, je vais avoir beaucoup de personnes qui sont, donc c'est vraiment plutôt le couple-couple, c'est des problèmes profonds de routine, parce Mhm. qu'on a oublié de séduire notre partenaire, parce qu'on a pris l'autre pour acquis ou acquise. Et le deuxième problème que je vois le plus fréquemment, c'est vraiment cette notion de dépendance affective. C'est-à-dire qu'en fait, j'aime trop l'autre, je vis à travers l'autre, j'ai besoin de l'autre d'une certaine manière. Et donc, ça crée une relation un peu à sens unique dans le couple. Ça crée un étouffement de la part du partenaire. Donc, moi, je travaille beaucoup sur ces deux notions. C'est comment je peux faire pour avoir une vie sentimentale épanouissante sans m'oublier, Mhm. sans dépendre de l'autre et sans tomber non plus dans une forme de routine pour que l'attraction et les sentiments soient toujours présents. C'est vraiment les deux cas de figure que moi je vois fréquemment et qui expliquent aussi du coup les séparations, les divorces, les ruptures. Ok, super. Et du coup, dans tes vidéos, tu parles beaucoup de relations hommes-femmes, hein, principalement. Est-ce que finalement, tes vidéos, les conseils que tu donnes, en fait, s'appliquent également à des couples qui sont homosexuels, donc homme-homme, femme-femme, ou peut-être transgenre ou autre? Est-ce que c'est un peu la même chose, d'après Pour toi? moi, c'est complètement la même chose. C'est-à-dire que quand je fais des vidéos, je parle souvent, c'est plus simple de parler à un seul sexe, entre guillemets, soit aux hommes, soit aux femmes. Et c'est vrai que communément, on va faire une vidéo pour des personnes qui sont hétérosexuelles. Mais pour avoir coaché beaucoup de relations homosexuelles, en fait, les problématiques sont exactement les mêmes que les D'accord. relations hétérosexuelles. Donc moi, je ne fais aucune distinction, en fait, Ok. euh, entre les relations transgenres, hétérosexuelles, homosexuelles, etc. La réalité, c'est qu'on est tous des êtres humains et du coup, on a tous, entre guillemets, les mêmes problématiques d'une certaine façon. Et que voilà, c'est pour ça que mon coaching, je le vois universel. Ok, super. Parce que du coup, parfois, quand j'imagine pour les homosexuels, donc si par exemple tu parles de messieurs, faites ceci par exemple pour séduire votre femme ou les femmes, tu vois, comment est-ce que par exemple un couple homosexuel peut arriver à, à s'identifier à ça par exemple? Parce que du coup, En fait, si tu veux, parce que le conseil va tellement être un peu, entre guillemets, universel qu'il pourrait plaire à une femme, comme je dirais aux femmes de faire ça pour leur homme, ça reviendrait quasiment au même en réalité. C'est vraiment des choses que j'essaie d'appliquer qui soient le plus simple d'une certaine manière, mais les basiques, c'est la vie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on fait les bases, on a des relations qui sont hyper épanouissantes. Le seul problème, c'est que nous, en tant qu'être humain, on a du mal à faire les bases parce qu'on les prend pour acquises ou parce que ça demande des efforts, etc., etc. Donc, je dirais que quel que soit le sexe, généralement, les conseils sont quasiment identiques. Alors, c'est vrai qu'après, on pourrait voir qu'il y a deux psychologiques, l'homme et la femme sont différents, mais ce n'est pas pour autant qu'on ne peut pas appliquer les mêmes conseils, tout simplement. ok. Et du coup, par exemple, prenons un couple qui est ensemble depuis des années et qui finalement commence à perdre un petit peu cette alchimie entre les deux personnes. Il y a moins peut-être de relations intimes, il y a moins d'activités, etc. Est-ce que tu penses que si on met toujours quelque part du renouveau dans la situation, dans le couple, est-ce que finalement on a un couple qui va durer 20 ans, 30 ans, peut toujours avoir ce piment-là qui manque par la suite, quoi? Je pense que oui. Je pense vraiment que oui. Et si on incorpore deux éléments. Donc, le premier, c'est effectivement cette notion de nouveauté, de piment, d'essayer vraiment de créer quelque chose de différent. Parce que l'être humain, quand il vit de la nouveauté, il a des émotions qui lui sont fortes. Donc, on est capable d'entretenir l'attraction
Alors après, on pourra dire qu'après 20-30 ans, c'est compliqué, ce que je comprendrais parfaitement. Mais je dirais que cette notion de nouveauté permet de construire un couple qui est durable. La deuxième notion, c'est le fait d'avoir des projets et des rêves qui nous sont communs. Pourquoi on a autant de crises de la quarantaine et de la cinquantaine aujourd'hui dans notre société? C'est parce qu'on a reçu depuis tout petit le modèle de il nous faut avoir un mari ou une femme, 2 enfants, la maison, le chien qui court. Et quand on arrive à ce schéma-là, qu'on a 40, 45 ans, 50 ans, que les enfants ont grandi, sont à l'adolescence, en tout cas qui sont en bonne santé, on se dit, OK, c'est quoi la suite? Et la suite, on n'en a pas. Donc là, du coup, on commence à partir dans d'autres volontés, dans d'autres souhaits. On a des grosses crises qui se créent et on tire un trait sur sa relation, on demande une rupture, un divorce, etc., etc. Donc pour moi, en fait, je pense vraiment que d'avoir des projets communs et durables, c'est essentiel. C'est essentiel, ça va vraiment être la méga différence entre un couple qui va durer d'un couple qui va se fracturer. Donc il nous faut de la nouveauté et il nous faut des projets. Comme ça, on est aligné, on sait où on va et pourquoi on y va d'une certaine façon. Oui. Et ce que je pense aussi, parce que je remarque surtout, c'est que justement, tu viens de le dire, on a le cliché, en fait, l'idée qu'être en couple, c'est avoir un appartement, une maison en commun, c'est avoir un chien, des enfants. Et ce que je remarque, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à se retrouver, enfin, peut-être pas beaucoup, mais il y a quand même une tranche de population qui n'arrive pas à se trouver là-dedans, tu vois. Et j'en parle dans des vidéos, justement, de designer son couple sur mesure, c'est-à-dire que on a le droit, par exemple, enfin, en tout cas, c'est ce que je pense, hein, tu peux m'interrompre si tu penses que non, mais on a le droit finalement de vouloir, de vouloir et de pouvoir créer un couple vraiment à la hauteur de ce qu'on désire. Et ça peut sortir des sentiers battus, tu vois. Si par exemple tu veux être avec quelqu'un mais ne pas vivre sous le même toit, si tu souhaites ne pas avoir d'enfant, si tu souhaites avoir une relation libre, tout ça c'est possible en fait. Sauf que ça sort tellement quelque part de ce qu'on est habitué à entendre. Du coup, il y a des gens qui n'arrivent pas à se retrouver là-dedans et qui ont du mal à être en couple, tu vois. Est-ce que tu es d'accord que finalement on peut designer son couple sur mesure comme on pourrait designer finalement son entreprise sur mesure, son art sur mesure? Est-ce qu'on peut le faire aussi avec le couple? Je pense, bien sûr. Bien sûr, je pense qu'aujourd'hui, le couple, c'est un mot. Chacun y met sa propre définition. Mhm. Et que du coup, on peut vraiment définir ce que nous, on désire. Tant que ça nous apporte du bonheur, c'est le plus important. Le seul point où il faut faire attention, c'est que les deux doivent être sur la même longueur d'onde. Par exemple, ça m'est arrivé d'avoir des personnes qui acceptaient des relations libres par amour, mais qui en réalité en souffraient et du coup explosaient un jour ou l'autre. Je pense qu'il faut aussi vraiment qu'on soit sur la même longueur d'onde. Donc, si on a peur de perdre l'autre et qu'on accepte une relation qui n'est pas forcément celle que l'on désire, ça va aussi droit dans le mur. Mais pour le coup, je dirais qu'aujourd'hui, de designer son couple, de se dire, mais l'amour ou le couple, en fait, ce n'est qu'un mot. Chacun peut vraiment y mettre ce qu'il désire. Alors, il faudra être capable d'être indépendant du regard de la société, mais cette situation-là amène énormément de stabilité et de bonheur pour beaucoup de personnes. Mhm. Par contre, il ne faut juste pas avoir peur de perdre l'autre et accepter des choses qui ne sont pas acceptables, de son propre chef en tout cas. Est-ce que tu connais des couples que tu as accompagnés qui justement, dans les deux cas, désiraient un couple finalement libre? Est-ce que tu as déjà eu ces clients-là ou c'est plutôt une personne et l'autre ne veut pas en général? En général, quand les deux ils veulent quelque chose, le couple il fonctionne, donc ils n'ont pas besoin d'avoir un coach, tu vois. Mais souvent, moi, j'ai plutôt eu le cas inverse, effectivement. C'est qu'il y a une des deux personnes qui veut soit une relation libre, soit ne plus vivre ensemble, soit ne pas avoir d'enfants, comme tu l'avais précisé, et qui finalement, derrière, bah, malheureusement, enfin, les deux partenaires ne s'accordent pas, ne se retrouvent pas sur les mêmes objectifs, on va dire. Mhm. Et est-ce que c'est souvent les hommes qui veulent des relations libres plus que les femmes, dans l'idée commune justement? Bah, franchement, j'en ai pas eu beaucoup, pour être honnête. Euh, je dirais que oui, de ce que j'ai eu. Mais est-ce que c'est suffisant pour faire une conclusion comme ça? Je ne sais pas. Je dirais non, parce que j'en ai pas eu beaucoup, mais que souvent, c'était plus les hommes qui demandaient la relation libre. Et je crois qu'ils avaient aussi un besoin de liberté plus fort, en fait, finalement. Plus que la relation libre, ce qu'ils voulaient, c'était vraiment avoir du temps pour eux, leur indépendance, leur, entre guillemets, liberté, quoi. Mhm. Et du coup, tu parles de la liberté et c'est vrai que c'est hyper important. Et je remarque que dans les gens que j'accompagne et dans les gens que je connais également, il y a pas mal de personnes qui ont justement cette peur de perdre cette liberté et qui ont l'idée, en fait, et peut-être justement même inconsciemment, hein, du coup, c'est ce qui peut les freiner dans une relation, que être en couple, c'est perdre sa liberté, que être en couple, c'est ne plus pouvoir faire ce qu'on veut, c'est devoir rendre des comptes. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Ou est-ce qu'il y a moyen de créer un couple finalement où on garde sa liberté malgré tout? Je pense qu'on peut créer un couple où on garde sa liberté. Il faut Mhm. juste rencontrer la bonne personne. C'est le premier point essentiel. Et le deuxième point, c'est de bien définir qu'est-ce que la liberté et qu'est-ce qui est important vraiment pour l'autre, en fait. Enfin, pour soi-même plutôt. Et je pense qu'en fait, l'idée, c'est qu'on a peur de choses qui ne sont pas encore arrivées. Donc, du coup, quand on va les vivre, bah forcément, elles vont arriver aussi parce que chaque peur va finir par se réaliser. L'idée, c'est de bien comprendre qu'est-ce que notre liberté, qu'est-ce qui est important pour nous
et de l'affirmer à l'autre, en fait. Parce que l'autre, il est capable de s'adapter. Le problème, c'est que si on lui dit rien et qu'on essaie de faire les choses bien et qu'un jour ou l'autre, on explose parce qu'on a perdu notre liberté, bah, effectivement, il n'y aura plus de solution en réalité. Je pense qu'il faut avoir une communication qui est vraiment 100% ouverte, open, où on sait qu'on peut dire ce qu'on pense et ce qu'on ressent vraiment, ou ce Ouais, qui est important pour nous. je suis d'accord avec toi. Et du coup, ça amène à une autre question que j'ai oubliée en fait, mais c'est pas grave. Euh, donc du coup, une autre question encore sur le courage justement. C'est quoi pour toi finalement, Alexandre, le courage et quand finalement tu as dû faire preuve de courage dans ta vie? C'est une bonne définition. Je pense que le courage, c'est notre capacité à faire face à des épreuves, des événements, à de la peur. Donc finalement, notre capacité aussi à passer à l'action Mhm. lorsqu'on n'en a pas toujours envie. Euh, je dirais que souvent, pour moi, les exemples que j'ai en tête, en tout cas qui me viennent là, c'est le fait de parler en public. Parce que c'est pas forcément naturel et que même si j'apprécie parler en public, c'est vrai qu'il y a toujours une zone de stress et que ça nécessite du courage de pouvoir passer à l'action, d'aller se présenter justement sur la scène. Donc, tu vois, c'est un mélange, tu as un mélange de peur, d'appréhension, de stress. Et moi, le courage, c'est la capacité à surmonter ça Mhm. pour justement vivre des choses qui soient, entre guillemets, exceptionnelles, des choses qu'on ne pourrait pas vivre en temps normal, entre guillemets. Mhm. C'est bien que tu en parles, hein, parce que je pense qu'il y a pas mal de personnes qui sont dans une illusion finalement que quand on a un certain niveau, qu'on fait des conférences, qu'on est habitué finalement, qu'on a plus peur en fait, et que les gens qui sont sur scène ils sont tous à l'aise d'être sur scène, mais c'est bien justement de pouvoir l'exprimer et être euh, transparent par rapport à ça et de montrer que finalement la peur, tout le monde la ressent. Et pour moi, ce qui fait une différence entre une personne qui réussit et celle qui réussit moins, c'est juste sa capacité en fait à embrasser la peur. C'est que même quand elle a peur, elle y va en fait. Et beaucoup de gens se bloquent parce qu'ils ont peur. Et parce qu'ils ont peur, ils ne le font pas. Et ils n'arrivent pas à voir ce qu'il y a derrière. Et souvent, euh, je remarque que nos plus beaux cadeaux sont derrière la peur. Quand tu dépasses tes peurs, justement, parler en public, même quand tu es stressé et qu'après tu le fais, tu te sens super fier de toi, tu te sens bien, tu te sens justement, tu as plus de confiance en toi. Et voilà, et ça, c'est vraiment hyper important, je trouve. Ouais, je pense que tu l'as très bien résumé. C'est-à-dire que quand on est capable de combattre ses peurs, déjà, on est fier de soi. Tu vois, on a vraiment cette sensation d'avoir accompli quelque chose de grand. Et puis, d'une certaine manière, le courage va nous permettre de combattre les peurs et aussi de se sublimer. C'est-à-dire, chaque fois qu'on a du courage, pour moi, bah, en fait, tu te rends compte que tu fais des choses que tu ne pensais pas être capable. Et c'est ça qui est puissant. C'est qu'il y a une réaction qui se passe au niveau émotionnel, chimique, physique, je ne sais pas, mais on est capable de se sublimer, un peu comme on dit le bon stress finalement. C'est Ouais, ça, le courage nous permet d'aller vraiment chercher des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire en fait. c'est ça. Et du coup, ma question est revenue de tout à l'heure. J'accompagne pas mal de personnes qui me disent qu'elles n'ont plus confiance en fait. Donc elles ont, tu vois, eu des relations de couple plus ou moins de longue durée. Et parce qu'elles ont été trahies, donc trompées, enfin, il y a pas mal de choses qui rentrent en compte, hein, c'est pas que les tromperies, mais elles ont vraiment ce sentiment de trahison, ce sentiment qu'on a abusé d'elles en fait. Et c'est autant des hommes que des femmes au final. Et donc, elles me disent, j'ai plus confiance en fait. J'aimerais bien vivre une relation de couple, mais j'ai plus confiance. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'elles rentrent en fait quand elles vont rencontrer quelqu'un, mais du coup, ça va coincer parce qu'elles arrivent déjà avec des bagages en fait des anciennes relations, alors que l'autre n'a rien à voir dans la situation. Et du coup, elles n'arrivent pas à passer outre, tu vois, à voir que bah, la prochaine relation, c'est une nouvelle relation, elle n'a rien à voir avec l'ancienne. Qu'est-ce que tu peux finalement conseiller à quelqu'un qui a ça en fait, qui a des difficultés à reconstruire parce qu'elle a tellement été déçue en fait des relations amoureuses? Pour moi, ça va venir de deux points. Le premier point, c'est un peu ce niveau de, pour moi, de développement personnel, confiance en soi. C'est-à-dire qu'il faut soigner les blessures, entre guillemets. Donc, il faut vraiment travailler sur soi pour réussir à avoir les relations qu'on désire. Donc, non pas que ce soit notre faute si on a été trompé ou quoi que ce soit, mais simplement qu'on a besoin de travailler sur soi pour augmenter son niveau de confiance, pour augmenter la prise en main même de sa vie et de son quotidien. Ça, c'est très important. Et le deuxième point, c'est aussi de se former à une éducation sentimentale, c'est-à-dire de comprendre bah, comment on peut vraiment construire une histoire durable, parce que c'est possible, quelles que soient les désillusions qu'on ait vécues, à la fois dans sa vie personnelle, ça peut être la relation qu'on a eue avec ses parents, ça peut être les moqueries qu'on a eues au collège, à la fois dans les expériences sentimentales, tout ça, on peut tirer un trait et on peut vraiment se projeter dans le futur, mais ça nécessite d'avoir une bonne dose de confiance en soi, de faire un travail sur soi. Et dans un deuxième temps, ça nécessite de se former, entre guillemets,
à qu'est-ce que l'amour aujourd'hui concrètement et comment avoir des relations qui soient stables et durables. Parce que moi, je terminerai, en général, ce que je vois, c'est que les personnes qui ont été blessées en amour, elles vont toujours être blessées en amour parce qu'elles vont toujours reproduire les mêmes actions avec ce schéma de pensée qui est plus je donne et plus je vais recevoir de l'amour ou plus on sera attentif à moi, alors que malheureusement, c'est pas du tout le cas, quoi. Donc, en général, il faut vraiment agir sur ce schéma d'attitude, d'habitude aussi, pour avoir des résultats différents. Et ça passe par se révéler soi-même, vraiment. C'est ça vraiment le chemin à parcourir. Ok. Bah, écoute, c'est une super fin. Alexandre, est-ce que tu veux rajouter quelque chose que tu as envie de dire à la fin de cette interview? Non, que chacun, je pense, peut trouver les ressources. Vraiment, c'est hyper important. Je le vois au quotidien en tant que coach. Comme tu l'as dit, on a beaucoup de profils de personnes qui sont soit dans la désillusion, soit dans l'idée de se dire qu'elles n'y arriveront pas, qu'elles n'ont pas confiance, qu'elles ont trop de casseroles, etc. En réalité, chacun peut vraiment trouver son épanouissement sentimental, mais ça nécessite de passer par s'aimer soi-même. C'est ça la base, en fait, numéro une. Donc voilà, juste terminer là-dessus. Absolument, je suis tout à fait d'accord avec toi, Alexandre. En tout cas, merci beaucoup pour cette interview, c'était vraiment super. J'espère que ça vous a plu. Mettez un petit like si ça vous a plu, un petit commentaire si vous avez des questions. Vous me dites aussi ce que vous avez finalement préféré dans l'interview, c'est super important. Et je vous invite à vous inscrire à une session déclic de 45 minutes que je vous offre. Donc, vous aurez un lien en dessous de la vidéo, il suffira de vous inscrire, donc c'est offert pour justement identifier où ça bloque chez vous dans le couple et qu'est-ce qui fait finalement que vous n'arrivez pas à créer le couple que vous voulez vraiment créer. Merci à toi, Alexandre, et je te dis à très bientôt. À bientôt. Ciao.